dit jamais la vérité aux parents. Parce que si on leur disait la vérité, il y a personne qui retournerait. Ouais. Moi, je me suis fait avoir, par exemple, sur mon premier fils, Jules. Mais c'était alors l'enfant parfait, tu vois. Mignon, tout doux, bon à l'école et tout ça. Et bam, le deuxième. Et là, tu comprends. Là, tu comprends les Il y a un truc. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, c'est sur Beurre FM et tous les jours, je vous donne rendez-vous pour parler de santé avec vous. Et aujourd'hui, eh bien, je reçois le papa, enfin en tout cas c'est lui qui le dit, qui a la réputation d'être le plus drôle du web. Il s'appelle Olivier Jalleran, mais vous le connaissez sous son pseudo. Exactement. Papa Chouche, bonjour Papa Chouche. Bonjour. Comment on vous appelle ? Enfin les gens qui vous reçoivent, ils appellent comment ? Ils m'appellent beaucoup Papa Chouche. Parce qu'en fait, vous avez donné mon prénom et mon nom, sauf que personne ne connaît mon nom de famille. Ah non mais j'ai fait mes devoirs en fait. C'est bien, vous avez bien bossé. Je suis allé sur votre page Wikipédia, sur le Wouzou. Non, vous avez bien bossé, mais on m'appelle souvent Olivier ou Papa Chouche parce que c'est Papa comme ça Chouche. Qu'on m'appelle vraiment dans ma famille et puis dans la vie. Voilà, vous êtes le papa le plus drôle du web. Vous êtes papa de 2 garçons encore petits. Ouais, ils ont 7 et 4 ans. Le plus dur est passé ? On a passé le plus dur, on a passé les couches, les réveils nocturnes, même s'il y en a encore. Parce que tu sais bien que c'est jamais vraiment fini. Ouais. Mais on a passé le plus dur là, ouais. Mike vient d'avoir 4 ans, qui est en moyenne section, on va rentrer dans les bonnes périodes normalement. Bien. Vous publiez Parents en PLS. Alors exact. PLS, ça veut dire ? En position de lutte pour survivre. À quel genre votre livre appartient-il ? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que les libraires, ils savent pas où le classer. Ils savent jamais où le mettre et c'est pour ça que les gens ils ont un peu de mal à le trouver. Alors j'ai eu des messages de fans qui m'ont dit qu'ils avaient galéré pour le trouver. Il y en a qui le mettent dans la catégorie humour, mais on l'a retrouvé aussi dans la catégorie parentalité, maternité. Il est inclassable. Il est très difficilement classable parce que vu que c'est un espèce de faux magazine, on sait jamais trop où le mettre, quoi. Alors faux magazine, il y a des fausses pubs dedans. Enfin, c'est vraiment l'esprit du faux magazine. Exactement. En fait, on a repris un magazine parental classique avec des rubriques classiques à l'intérieur. Parents magazine. Je ne peux pas le citer, mais ça peut être le style. Exemple. Exact. Ouais. Il y en a plusieurs, mais voilà, on a pris un magazine parental, on a repris toutes les rubriques qu'on peut trouver à l'intérieur et on a mis que des bêtises à la place. C'est-à-dire que... Non, il n'y a pas que des bêtises. Il y a des choses trucs drôles. Sérieux quand même. Non, il y a peu de choses sérieuses à l'intérieur. Il y a des choses drôles. Par exemple, un grand classique, c'est dans les magazines comme ça, c'est les petits mots mignons de nos enfants. Des trucs, voilà. C'était bidonné, je suis sûr que c'est le mec, il a 50 ans qui rédige ça, non ? Alors, c'est possible que tout soit inventé, mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait un petit appel en mois de mars en disant, dites-moi les pires horreurs que vos enfants vous en dites. Et alors, j'ai reçu 12 000 réponses. C'est-à-dire qu'il y a 12 000 commentaires sous cette publication avec des choses, mais d'une horreur, mais incroyable. Donc, j'en ai sélectionné que 50 et avec mon éditrice, on a gardé les 20 meilleurs. Et au lieu de mettre les petits mots doux de vos enfants, on a mis les pires horreurs. Donc, il y a 2 pages. C'est les pires horreurs qui ont été sorties par un enfant à ses parents. Il y en a 25 à peu près. Et donc, c'est vraiment l'idée. C'est des vrais. Alors là, par contre, on est sur du 100% vrai. C'est pas vous. Non, il y en a aucune de moi. Donne-moi un exemple d'horreur qu'un enfant pourrait dire. Une peut-être qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, comme ça. Si, on peut donner, parce que je ne les ai pas retenus, j'ai une mémoire qui est assez défaillante parfois, donc je ne retiens pas tout, mais je me rappelle d'une qui m'avait fait beaucoup rire. C'était, attendez, je vais essayer de la retrouver. Je ne sais plus exactement. Non, incroyable, je tombe pile poil dessus. Oh là. Alors, je t'ai pas corné la page parce que non, en général. Non, elle n'était pas cornée celle-là. J'en vous en dis une ou deux, histoire de voir, pour donner l'esprit du magazine. Ouais. Maman, quand tu seras morte, genre demain, est-ce que je pourrais jouer tout le temps à la Switch ? Et la mère qui a répondu, j'ai un peu peur pour ma nuit sur le coup. Une autre qui était sympa. Attends, j'essaie de retrouver une qui m'avait fait beaucoup rire. Il y a la même avec la robe, si tu te fais écraser. Ouais, alors celle-là, celle-là, elle est gore. Celle-là, elle était horrible. Ouais, exactement. Alors, attends, je vais essayer d'en trouver une autre. Un soir à la sortie de l'école, je me trouve à côté d'une jeune maman hyper canon. Les enfants sortent sur le trottoir et là j'entends mon fils, l'amour de ma vie, la prunelle de mes yeux, dire à son copain, tu vois la belle ? Eh ben ma mère c'est l'autre. Donc ça c'est Martine. Ouais, c'est Martine qui nous avait envoyé ça. Voilà, une fan de la page qui avait envoyé cette anecdote et donc on l'a mis vraiment dans le magazine. Ouais. Voilà, dans le magazine dont vous dites qu'il finira certainement aux toilettes. Il y a de grandes chances. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez une petite bibliothèque des toilettes. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans votre petite bibliothèque des toilettes ? En fait, c'est l'une des choses que tu comprends quand tu deviens parent, c'est que
le temps devient une denrée très rare. Et si jamais tu aimais bien lire avant, ton temps de lecture s'est drôlement réduit parce que le temps des enfants a pris énormément de place. Donc en fait, dans les toilettes, tu commences à collectionner des livres que tu aimerais bien lire. Et je suis certain qu'il finit dans la plupart des toilettes des gens. Enfin, je suis quasiment convaincu parce qu'en plus, vu que c'est un magazine, tu peux lire une page pendant que tes enfants sont en train de gratter à la porte ou essayer de savoir ce que tu es en train de faire dans les toilettes. Et tu leur dis non mais j'ai bientôt fini. Si tu as le malheur de fermer le verrou, ils vont s'actionner la poignée non-stop. Donc je suis certain que il y a plein de gens où le magazine va finir dans leur toilette, j'en suis convaincu. Comment est-ce que vous définissez ce que vous faites? Alors ce que je fais en tant qu'influenceur, qu'est-ce que c'est? Vous êtes conseiller parental, vous êtes alors est-ce que vous donnez un nom à qui vous êtes? Alors c'est un peu compliqué à définir, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que j'ai fait avant d'être influenceur. Avant d'être influenceur, il y a 5 ans, ouais. J'ai été animateur professionnel pour enfants et j'ai été éducateur spécialisé. Alors ça prend presque 20 ans de votre vie. Voilà, exactement. Et vous avez fait tous les étages. Hein. Tous les âges, tous les trucs. Je me suis fait la main sur tous les enfants possibles et imaginables entre 3 ans et 17 ans. C'était vraiment... j'ai pris énormément. Quand on dit je me suis fait la main, alors on reprend tout de suite. Ah d'accord, ok. Ah oui, s'il y a les gens ont l'esprit un peu tordu, c'était mon métier. Hein. Donc j'étais animateur et éducateur spécialisé. Et en fait, il y a un truc que j'ai très vite compris, c'est que quand ça devient tes enfants, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Le rôle éducatif est vraiment très complexe. Vraiment très dur à faire. La théorie, ça marche pas en pratique. En fait, la théorie fonctionne, mais en pratique, avec tes propres enfants, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a le lien familial qui est là. Donc, ça devient vraiment compliqué. Et donc, quand il y a 5 ans, quand j'ai créé cette page-là, le but au départ, c'était de faire marrer les parents. Vraiment. C'était que ça. C'était vraiment. C'était que ça. Ouais. C'était vraiment écrire des citations, écrire des textes pour amuser les parents. Et en fait, la vie a fait que ça en est devenu mon métier. D'accord. Et vous en avez fait combien des textes pour expliquer aux gens à peu près la première année, j'ai écrit à peu près 500 citations. La première année. Punchliner. Ouais, exactement. Ouais, il fallait faire marrer les gens en 15 mots. Et sur Facebook ou sur Instagram, là, les 2 réseaux où je suis présent, c'est là où t'as pas beaucoup de temps, quoi. C'est-à-dire que les gens ils passent, ils lisent, ils se marrent, ils likent, ils partent autre part. Donc faut être vraiment rapide et concis et être efficace dans la punchline. J'en ai écrit 500 la première année, et puis après je me suis mis à écrire des textes un peu plus longs. Mais quand on me demande actuellement quel est mon métier, moi je considère que je suis influenceur. Mais souvent ce métier-là, il a une connotation hyper négative. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite aux influenceurs qui vont te vendre des produits complètement nuls, je sais pas, des montres qui vont te vendre 50 balles alors qu'on sait qu'elles sont à 3 € sur AliExpress. Moi je pense que je suis influenceur dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que influenceur, moi c'est pas du tout un terme qui me dérange, et je prends l'influence vraiment au sens large. C'est-à-dire que évidemment je gagne ma vie en mettant en avant des marques ou des produits, ou même en créant mes propres produits, comme le magazine dont on est en train de parler. Mais pas que, parce que vous êtes vraiment créatif et vraiment vous créez pour les enfants. Hein, ouais, exactement. Ouais, le magazine c'est vraiment destiné aux adultes. L'année dernière, on a sorti un jeu de société, donc pour toute la famille, un jeu de société où tu peux jouer et te marrer avec ton enfant dès 3 ans. Moi, je fais que des trucs pour faire marrer mes gamins. De toute façon, c'est bien simple. Donc, j'ai créé un jeu où mon fils il avait 3 ans, à l'époque, et je me suis dit comment on pourrait faire un jeu où tu te marres vraiment avec tes gamins, où l'adulte prend autant de plaisir que l'enfant. Parce que les jeux pour les enfants de 3 ans, je peux dire que quand tu me sors le croque-carotte et que je dois jouer à croque-carotte durant une demi-heure, j'en peux plus, quoi. Croque-carotte. Ah ouais, non mais c'est un jeu emblématique pour les petits. Alors c'est hyper important pour les enfants de faire des jeux, mais si les adultes peuvent se marrer, ça serait bien aussi, quoi. Donc voilà, donc je suis devenu influenceur. Et par exemple, quand je donne un exemple de l'influence, et la semaine prochaine, par exemple, c'est le 15 octobre, c'est la journée du deuil périnatal. C'est pas une thématique hyper funky. C'est super compliqué à traiter. Hein. Voilà. Et la réalité, moi, par exemple, c'est que entre mon premier et mon second enfant, ma femme a fait une fausse couche. Et on a donc perdu un enfant entre le premier et le second enfant. Donc le deuil périnatal, je suis directement concerné par ça. Donc j'ai écrit un texte l'année dernière, je vais encore réécrire un texte cette année. Et le fait de mettre ça sur la table et d'en parler, en fait, tu te rends compte que ça libère la parole des autres aussi. Et que c'est pas des choses dont tu vas parler forcément de façon facile, parfois à tes amis ou vraiment tes amis les plus intimes sont au courant, mais tes amis ne le savent pas. Alors que quand tu mets des thématiques comme ça qui sont hyper fortes, et ben ça permet aux gens de se dire moi aussi j'ai vécu ça, et en fait les mots que je mets, que j'écris, ça parle vachement aux gens et ça fait écho en eux. Les bons moments comme les mauvais moments. Et vous êtes devenu un entrepreneur aussi en fait. C'est devenu mon métier. Par la force des choses. Exactement, ouais, c'est devenu mon métier et oui, et par la force des choses, quand on a sorti j'ai eu l'idée d'un livre pour enfants, toutes les maisons d'édition l'ont refusé.
Donc, on a décidé de sortir nous-mêmes et puis de créer notre maison d'édition. Voilà, Yo Édition, avec mon acolyte Yannick Vissen, qui est l'illustrateur avec qui on monte tous ces projets-là depuis 1 an et demi. Ouais. Alors, exemple de punchline. Hein. Moi ça me fait hurler de rire. Hein. Merci. Mes enfants m'ont demandé comment c'était dans les années 80. Ouais. Et la suite? Je leur ai pris leur portable et j'aurais supprimé Internet. Et j'ai coupé Internet. C'est ça, ouais. Exactement. Alors, j'en ai écrit beaucoup. Alors il y en a qui sont de moi, il y en a qui sont pas forcément toutes de moi, parce qu'il y a aussi des gens qui m'envoient des choses hyper drôles. Ouais. Et donc en fait, je me suis dit tu peux pas être un génie tout le temps, tu vois, tu peux pas écrire des choses hyper drôles tout le temps. Donc quand il y a des fans qui m'écrivent beaucoup, qui m'envoient leurs idées et qui me disent tiens voilà, j'ai des choses, ça c'est sympa, ça pourrait aller sur ta page. Et donc je le partage avec plaisir sur ma page. Ce qui est dur quand on est parent, c'est qu'on ne saura que dans 20 ans si ce qu'on a fait est bien ou pas. Mais c'est vrai que ceux qui nous écoutent et qui sont en train d'élever leurs enfants se posent toujours la question de savoir s'ils font bien. Comment est-ce qu'on sait qu'on est sur la bonne route ? Déjà, si tu te poses la question de est-ce que tu fais bien, c'est que tu es sur la bonne voie. Ouais. C'est la première. Ouais. Si tu te poses jamais cette question-là et que tu penses que tu fais toujours bien sans aucun souci, c'est qu'il y aura forcément une problématique à un moment donné. Mais si tu te poses régulièrement la question de te dire mais est-ce que j'ai bien fait de faire ça, c'est que tu es déjà dans la bonne voie dans le questionnement. Ouais. Et en sachant que ce qui est terrible, c'est que, et moi je le vis par exemple, tu vois, c'est ce qui marche avec l'un fonctionne pas forcément avec l'autre. On parlera tout à l'heure parce que c'est pour ça que vous donnez rarement de conseils. Jamais. Que vous n'êtes pas un coach ni un conseilleur en fait. Jamais. Alors je l'ai jamais été quand j'étais animateur, quand j'étais éducateur, et je le suis encore moins maintenant qu'il y a toute cette audience. Tu vois, il y a à peu près 500, 600 000 personnes qui suivent la page. Jamais je me permettrais de donner un conseil, parce qu'imagine qu'ils mettent en place mon conseil et que ça marche pas, ça serait de ma faute, tu vois. Donc moi je prends pas le risque. Non, mais les parents aujourd'hui, ils veulent des méthodes toutes faites, tu vois. Ouais. Mon enfant crie, mon enfant si, hein. Comment est-ce que tu maîtrises une colère d'un enfant ? Tu fais la CNV, enfin voilà. Exactement, ouais, voilà. C'est vrai, parce que c'est hyper rassurant, tu vois, pour les parents. T'imagines, t'es pas capable de gérer ton enfant dans une situation précise et on te dit, tiens, j'ai la méthode miracle, il faut juste faire ça et je te jure, ça va bien se passer et ta vie va être super belle. Sauf que on sait que c'est pas vrai, tu vois, les enfants sont tellement différents, les parents sont tellement différents qu'on sait que ça fonctionne pas comme ça. Et c'est ça qui est compliqué dans le métier de parent, c'est comme on vient de le dire, toi, il y a pas de formation. Il y a pas de formation pour être parent. Alors il y a des gens qui sont là peut-être pour t'aider, te donner quelques conseils. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont te donner des conseils. Je pense à d'autres générations, les générations d'avant, il n'y avait rien du tout, c'était le désert, il n'y avait pas de livres, enfin il y avait quelques livres d'Edwige Antier ou ou de Dolto, voilà, exemple, mais il n'y avait pas tous ces livres de coaching. Ouais, je suis d'accord avec toi, il y avait vraiment, il n'y avait pas grand-chose, et alors que maintenant c'est un florilège, quoi, tu vois, il y a plein de gens qui pensent porter la bonne parole, savoir exactement ce qu'il faut faire, et moi c'est pas du tout mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est exactement ça, c'est que sur ma page, je ne donne jamais aucun conseil. Jamais aucun conseil. C'est-à-dire que moi, je vais faire marrer des gens, je vais écrire des textes qui parlent de moi, et en parlant de moi, ça va parler des autres. Tu vois, j'en ai conscience, parce qu'en fait, quand tu regardes bien, quand t'es parent, on traverse tous quasiment les mêmes étapes à des seuils différents, et puis à des intensités différentes. Tu vois, par exemple, moi, les nuits compliquées, moi, je peux t'en parler, je peux t'écrire un livre dessus, hein, parce que, par exemple, Maë, donc le dernier, on avait calculé un jour, durant 100 nuits de suite, donc ça représente plus de 3 mois, il nous a réveillés entre 6 et 8 fois par nuit. Donc on était avec ma femme, on faisait des relais. Mais même quand tu fais le relais, quand tu es réveillé 4 fois par nuit durant 3 mois de suite, c'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur. Et ce qui est terrible, c'est que tu vis ça, donc c'est le soir, dans la nuit, donc tu t'occupes de ton gamin, t'es au bord de la rupture, et le lendemain, on te demande d'être hyper drôle, sympa et souriant à ton travail, tu vois. Parce qu'en fait, on considère que la vie personnelle doit pas impacter la vie professionnelle. Sauf que moi, je considère que la vie personnelle impacte fortement la vie professionnelle. Moi, tu peux pas me demander d'être souriant et sympa à 8h du mat au travail, alors que j'ai dormi 3 heures la nuit précédente et que ça fait 100 jours que ça dure. Hein. On a Papa Chouche aujourd'hui, un influenceur, vous le connaissez sur les réseaux sociaux, et qui publie Parents en PLS. C'est le premier donc magazine parental de survie pour les parents fatigués. Exactement. Chez First Édition. Le premier vrai magazine pour les parents, parce qu'on ne dit jamais la vérité aux parents. En réalité, parce que si on leur disait la vérité, il y a personne qui retournerait, tu vois. Moi, je me suis fait avoir, hein, par exemple sur mon premier fils, Jules, mais c'était alors l'enfant parfait, tu vois, mignon, tout doux, bon à l'école et tout ça. Et bam, le deuxième. Et là, tu comprends. Là, tu comprends les Il y a un truc, c'est la loi des séries. Ah ouais, non, mais là, c'est terrible. Hein. Le premier était vraiment nickel, rien à faire. Et puis le deuxième, oh là là, beaucoup plus dur à gérer, avec une personnalité complètement différente. Alors, il est extra, mais alors il me prend une énergie folle tous les jours. Hein.
Vous avez commencé donc dans l'animation et l'éducation des enfants pendant presque 20 ans. Pourquoi vous avez mis autant de temps à faire des enfants ? Vous vouliez pas, ça vous suffisait de vous occuper des enfants des autres ? C'est que pour avoir des enfants, il faut rencontrer la bonne personne et j'ai mis du temps à trouver la bonne personne et c'est pour ça que j'ai eu les enfants aussi tard. En fait, moi, dès l'âge de 20 ans, je pense que j'étais prêt à avoir un enfant et à m'en occuper, mais en réalité, il faut beaucoup plus de temps que ça. Moi, il m'a fallu 30 ans avant de rencontrer la femme avec qui je suis encore depuis, ça fait maintenant 12 ans qu'on est ensemble. Celle qu'on appelle donc Maman Chouche. Maman Chouche, oui. Exactement. Et à qui on doit votre pseudo. Exactement. C'est elle qui a trouvé le pseudo quand je suis rentré on s'appelait Chouche, un peu comme ça. C'est le diminutif de chouchou, pour ceux qui demandent. Alors, tu sais, quand tu choisis une page Facebook ou une page Instagram, choisis bien ton nom. Parce que sinon, moi, toi, j'ai mis Papa Chouche parce que c'est comme ça qu'on m'appelait. Donc, il y a le diminutif de chouchou. Et je reçois encore des messages tous les jours pour me demander quelle est l'origine de ce pseudo, tu vois. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une réussite, les gens. Donc, si jamais vous créez une page Facebook ou Instagram, pensez bien à votre surnom. Quand je suis rentré, un soir, je rentrais du boulot et Jules était tout petit. Et ma femme m'a dit, tiens, Jules, dis coucou à Papa Chouche. Et en fait, c'est resté. Et on m'appelle vraiment comme ça dans la vie de tous les jours, à la maison. Tout le monde, voilà, vous êtes devenu Papa Chouche. Exactement, ouais. Donc, il y en a, maintenant, on commence à connaître mon prénom, Olivier, quand même, ça commence un peu à se connaître. Mais il y a plein de gens qui ne le savent même pas que je m'appelle Olivier et qui connaissent que mon pseudo de Papa Chouche, ouais. À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez arrêter d'aller au bureau pour que le bureau, ce soit votre maison ? Alors moi, j'ai fait le truc dans le sens inverse, c'est qu'en fait, j'ai arrêté d'aller au bureau et après, c'est devenu mon métier, ouais. En fait, ça faisait donc 20 ans que je travaillais dans le monde de l'animation et de l'éducation spécialisée. Et à un moment donné, la mairie dans laquelle je travaillais a changé. C'était une mairie de gauche et c'est passé à droite. Et donc, je suis resté 1 an et puis au bout d'1 an, j'ai décidé d'arrêter et de souffler un peu durant 2-3 mois parce que dans le monde de l'animation, tu peux travailler tout le temps, toute ta vie. Il y a des postes, il y a vraiment beaucoup de postes dans l'animation. Pénurique, comme on dit. Ouais, exactement. L'animation. Il y a plus d'offres que de. C'est ça. Et puis, si t'as les bons diplômes en tant qu'animateur, directeur ou éducateur spécialisé, tu peux trouver un emploi assez rapidement. Mais ça faisait 20 ans que je bossais. J'ai dit, je vais faire une petite pause de 2-3 mois. Mais pourquoi ? Parce que vous étiez plus aligné avec ce qu'on vous demandait ou parce que j'imagine que vous avez dit à un sens avant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt des convictions de gauche, on va dire. Et donc, quand la mairie est passée à droite avec les décisions qu'elle voulait mettre en œuvre pour la politique enfance et jeunesse, ça m'allait pas. Donc moi, je préfère partir de ce poste-là que de mettre en place des convictions qui ne me vont pas. Donc voilà. Donc j'ai pris ma pause. Donc j'ai eu le droit au chômage comme tout le monde. Et donc j'ai eu 2-3 mois pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et en fait, mon frère a un grand rôle là-dedans parce que mon frère, lui, travaille. Ça fait 15 ans qu'il gagne sa vie avec des sites internet. Et il m'a toujours dit, si tu as une bonne idée, ça se tente sur Internet ou sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça coûte pas énormément d'argent. Toi, c'est pas comme ouvrir un local, une entreprise tout de suite où là, faut sortir tout de suite des milliers d'euros. Ça se tente sur Internet parce que ça coûte pas énormément d'argent. Ça peut coûter du temps. Et si jamais t'as pas les compétences, on peut quand même trouver des gens qui pourront t'aider à faire ces choses-là. Ça va pas te coûter tout de suite 10 000 euros à sortir pour faire le truc. Donc, j'ai créé. J'étais à l'époque j'avais du temps parce que j'étais dans ces 3 mois-là. Et je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, il y avait pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de papas qui prenaient la parole. Exactement. Il n'y en a toujours pas beaucoup, en fait. Quand tu regardes bien sur les réseaux sociaux, il y a très peu de pères. Alors, il y a des pères divorcés. Enfin, il y a. Alors, il y en a évidemment. Ouais, ça, et ça, il y en a un petit peu plus. Mais il n'y avait pas grand-chose vraiment tenu par un père. Et pas grand-chose à l'époque, il y a 5 ans, de vraiment drôle pour les parents. C'est-à-dire que tu as l'impression que quand tu devenais parent, il fallait tout de suite que tu sois hyper sérieux, rigoureux, carré, à l'heure et tout ça. Et en fait, moi, je suis pas du tout comme ça. J'adore me marrer avec mes enfants. Et donc, je me suis dit, tiens, on va créer une page où je vais raconter la vie d'un père. Même si je m'adresse toujours aux parents, ça c'est aussi une des spécificités, c'est que je m'adresse toujours aux parents parce que je considère que l'homme et la femme ont exactement le même rôle éducatif à jouer auprès de leurs enfants. On parlait de la charge mentale tout à l'heure, mais vous faites partie de ceux qui pensent que la charge mentale c'est kiff-kiff quoi. Exactement, il faut se rapprocher du même plus possible de l'égalité. C'est plutôt même presque vous qui la portez plus que. Alors dans les faits, que Maman Chouche. Exactement, dans les faits oui, parce que ma femme a un métier classique tout à fait normal, donc elle part au bureau à 9h, elle rentre à 18h30, donc c'est moi qui vais chercher les enfants à 17h à la sortie de l'école. Et c'est moi qui prépare le repas du soir. Ça veut dire que vous faites tout à la maison. Alors je fais pas tout parce qu'elle est hyper précise dans le pliage du linge. donc je lave le linge, je l'étends, mais le pliage du linge, une fois j'ai plié le linge, ça lui allait pas, donc ça l'a repris. Voilà. Comme quoi, ouais. Je lutte pas, on peut pas déléguer. Non, puis après c'est bien aussi l'idée c'est pas que la charge mentale s'inverse à 100% et que je récupère toute la charge mentale et que ma femme n'ait plus rien à faire, c'est de trouver l'équilibre là-dessus. Donc nous on a trouvé un équilibre au sein de notre couple sur la répartition des tâches classiques. Donc voilà, sur le linge par exemple, c'est moi qui lave, c'est moi qui étends, c'est elle qui plie.
Tu vois, c'est. Mais par exemple, c'est un sujet, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, la charge mentale. C'est une BDiste qui a trouvé ça d'ailleurs, je crois. Alors ouais, c'est Emma qui a popularisé la thématique qui a conceptualisé l'idée et qui l'a mis sur le devant de le devant de la scène, et ça a parlé à énormément de femmes, évidemment. La charge mentale, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez négocié tous les deux et vous en avez parlé, ou c'est quelque chose qui s'est fait, on va dire, comme ça? Alors c'est plutôt quelque chose qui s'est fait comme ça, mais maintenant quand on en discute, on a encore des discussions maintenant sur qui va faire quoi, par exemple. Et des fois je dis à ma femme, je sais pas, par exemple, faut aller chercher les enfants, ou faut déposer les enfants le matin. Et ben il y a des matins où c'est ma femme qui va y aller parce que moi j'ai des rendez-vous professionnels, et il y a d'autres matins où c'est moi qui vais y aller parce que ma femme elle doit être à 8h30 au travail. Donc il y a des moments précis où on rediscute de cette charge, et on essaie toujours que ce soit équilibré au global. Que ce soit pas une seule personne qui porte vraiment une grande entièreté de cette charge mentale qui est parce qu'on sait que c'est destructeur pour le couple. Une fois que tu as conscience de ça, une fois que tu as conscience. Ouais, mais enfin, pendant longtemps, on n'a pas eu conscience de ça parce qu'on savait pas. Charge mentale, ça parlait à personne. On est bien d'accord, et peut-être pour ça qu'il y a un Français sur deux, enfin un Parisien sur deux qui divorce. Mais tu vois, c'est peut-être ça aussi, ces conséquences-là. C'est-à-dire que quand une charge est portée que par l'un des deux parents, l'autre se sent délaissé, et puis l'autre est complètement submergé par cette charge mentale, et donc forcément, ça crée un déséquilibre, des injustices, des rancœurs, et ça peut entraîner une séparation. Hein. Vous aviez aussi ce besoin et cette envie de partager un petit peu de ce que vous viviez dans votre parentalité. Qu'est-ce que ça a changé chez vous d'être papa? Vous arrivez à mettre des mots sur ce que ça a changé profondément sur vous, qui quand même côtoyez les enfants depuis 25 ans? Ouais, alors en fait, je pensais pas que ça changerait autant ma vie. Hein. Alors ça a changé ma vie professionnelle, parce que si je suis pas là, je serais jamais là aujourd'hui face à toi si j'avais pas fait ce changement professionnel. Donc déjà, ça a changé ça. Il y a eu un changement de vie. Un changement de vie. Après, il y a un changement humain. Par exemple, j'ai découvert des capacités en moi que je n'imaginais pas. Mais quoi, par exemple? Par exemple, des capacités physiques. On parlait des nuits tout à l'heure. Même si ça a été dur, tu vois, de pas dormir durant 100 nuits, jamais dans ma vie tu m'aurais dit à 18 ans, écoute, durant 100 nuits, tu vas dormir que 3 heures par nuit et tu vas voir, ça va aller. Tu tiendras ça, tu arriveras à survivre à ça. Jamais je t'aurais dit, mais t'es malade dans ta tête, toi, c'est pas possible. Et en fait, physiquement, tu te découvres des ressources en tant que parent qui est complètement folle, hein, qui sont vraiment complètement folles. Et puis après, il y a le changement mental, tu vois. Le changement mental, c'est sur ma capacité à encaisser des choses qui sont parfois dures dans la vie, et de les temporiser pour être sûr que mes enfants soient pas forcément impactés par ça. Tu sais, dans la vie de tous les jours, on a tous les moments des coups durs, et avant j'aurais pu m'effondrer sur certains trucs qui étaient hyper durs, et là je me dis bon allez, maintenant faut tenir, t'as tes enfants, faut tenir, et donc tu peux fermer la porte des enfants et pleurer le soir, mais face à eux il faut essayer d'être. Alors j'ai pleuré devant mes enfants aussi parfois, parce que des fois c'est vraiment dur, tu vois, la vie elle est parfois dure, donc parfois ça peut être dur face aux enfants, mais je trouve que ça c'est vraiment ça change vraiment un être humain, moi je trouve, de devenir parent. Ça le change vraiment, mais moi aussi bien physiquement, mentalement, ça a vraiment une évolution si tu le prends comme quelque chose de réellement important. Moi, toi, c'est l'un des trucs, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma famille. Toi, c'est ma famille. Donc c'est la priorité des priorités. Devant le travail, devant tout, tu vois. Donc, par exemple, dans mon métier, je dois faire des dédicaces. Ça fait partie du métier. Quand tu sors des livres, faut aller faire des dédicaces. Et par exemple, le deal qu'on a avec ma femme, c'est que quand je vais en dédicace, je pars à la journée. C'est-à-dire que je peux partir très tôt le matin et rentrer tard le soir, mais je ne pars jamais plus d'une journée. Donc, ça me fait des journées de fou. Sauf que quand je fais un samedi, là, toi, par exemple, je suis invité je crois que c'est à Bayonne, donc je prends l'avion le matin, je rentre en TGV le soir, je fais vraiment une grosse journée, mais le dimanche matin, quand mes enfants se lèvent, pour le petit déjeuner, je suis là à 7h du mat, et ils se lèvent à 7h du mat, voire 6h30, mais je suis quand même là, tu vois. Donc moi, ma priorité, c'est la famille, et après, derrière, je suis capable de refuser des contrats, je suis capable de refuser de l'argent, parce que je sais que ça va avoir un impact fort sur ma famille, et que je préfère privilégier ma famille à gagner encore plus d'argent, tu vois. Mais c'est des choix de vie. Non, mais j'imagine que tous ceux qui nous écoutent, sont en train de se poser la question de se dire finalement, c'est quoi votre priorité numéro 1 dans la vie? Exactement. Quelle est ta priorité numéro 1? Est-ce que c'est votre boulot, ou est-ce que c'est votre famille? Ou toi? Parce qu'il y en a qui se mettent, toi, qui considèrent que leur bien-être personnel est devant l'intérêt familial, par exemple. Mais ceci dit, est-ce qu'on peut être bien avec ses enfants si on n'est pas bien avec soi-même? Ça, c'est quand même aussi. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Vous trouvez certainement, j'imagine, dans ce que vous faites, un épanouissement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est l'un des
c'est l'un des trucs qui est compliqué, c'est de réussir à gérer tous ces éléments-là sur une journée de 24 heures, tu vois. Quand tu vois tout ce qu'on demande à des parents sur une journée de 24 heures, donc faut s'occuper de ses enfants, faut travailler, parce qu'à un moment donné, si t'as pas d'argent, ça va être compliqué de s'occuper de tes enfants et de leur, et je sais pas, de les emmener en vacances ou, enfin, je sais pas, leur acheter des choses de loisirs classiques. Faut s'occuper de la maison, faut s'occuper de sa femme et faut s'occuper de soi, tu vois. Et cet équilibre-là sur 24 heures, c'est hyper compliqué à tenir, hein. Est-ce que vous avez pensé au fait de peut-être gagner moins bien votre vie en étant plus salarié, avoir un salaire qui tombe tous les mois? C'est quand même rassurant, se dire voilà, maintenant j'aurais peut-être plus cette sécurité. Est-ce que vous vous dites j'ai peut-être manqué d'argent? Alors c'est l'une de mes grandes craintes à moi en tant qu'entrepreneur. Mais c'est quand même vrai. La sécurité, c'est quand même quelque chose d'important. C'est vrai. Si j'avais été rationnel il y a 5 ans, j'aurais jamais créé cette page-là. J'aurais été reprendre un boulot. Alors moi j'ai cette sécurité-là, c'est vraiment si tout s'arrête demain. En fait, j'ai les diplômes d'animateur et d'éducateur spé, ce qui fait que je peux retrouver un travail assez rapidement. Ça, c'est quand même l'une des chances que j'ai. Enfin, chance que j'ai été chercher quand même, parce que les diplômes, les diplômes et l'expérience, j'ai été les conquérir. C'est pas tombé dessus. Voilà, exactement. On ne les donne pas comme ça à la naissance. Fallait y aller. Mais c'est vrai qu'un travail salarié, ça a des avantages aussi, hein. Mais moi, je préférais prendre cette décision de se dire bah tiens, je vais devenir entrepreneur parce que c'est ce que je suis devenu en créant la maison d'édition, par exemple, c'est ce que je suis devenu. Mais devenir entrepreneur, ça permet aussi de gérer ton temps. Et ça, pour moi, ça a une valeur folle. C'est-à-dire que quand l'un de mes 2 fils est malade, c'est moi qui le garde. C'est le prix de la liberté. C'est le prix de la liberté. Donc il y a des moments où tu vas devoir travailler peut-être des week-ends, faire des dédicaces, mais par contre si l'un des 2 est malade, et ben je peux m'en occuper. On se pose pas la question, ma femme et moi le matin, on se dit pas qui est-ce qui va le garder aujourd'hui. Bah c'est toujours moi, tu vois. Et ça a une valeur très forte. Cherchez le titre du jeu que vous avez créé l'année dernière, c'est Chouchou pas chouche. Ouais, exactement, ouais. Je suis fan du titre. Ah, Chouchou pas chouche. Alors, on le trouve où le jeu? Alors, si t'es fan du titre, déjà, faut savoir que c'est ma femme qui a trouvé ce titre-là. Encore Mme Chouche. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande Mme Chouche. Réellement, c'est ça. Moi, je trouve que cette expression-là qui est un peu commune, c'est une réalité, hein, parce que moi, je serais pas là aujourd'hui s'il y avait pas eu ma femme derrière à me soutenir. Alors, ce qui est très rigolo pour l'anecdote, c'est que quand je lui ai annoncé que j'allais créer la page, elle m'a regardé en me disant « Comment ? Quoi ? Pourquoi ? Tu vas surtout aller chercher un travail, mon ami. Tu vas pas aller créer ta page. » Et je l'ai supplié d'aimer ma page il y a 5 ans. Elle l'a fait par solidarité familiale, mais il y a 5 ans, je l'ai supplié d'aimer ma page. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein. Non, ça va. Mais ce qui veut dire qu'au départ, on n'est pas toujours soutenu par son entourage proche. Mais c'est vrai, mais en même temps, je me suis mis à sa place. Je me dis, mais t'as ton mec, ça fait 3 mois qu'il est au chômage, il a tous les diplômes qu'il faut, il y a de l'emploi, et il te dit un soir en rentrant, j'ai une idée, je vais créer une page sur Facebook pour faire marrer les parents. Elle m'a regardé en me disant mais qu'est-ce qui te passe dans ta tête mon gars, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, donc Chouchou pas chouche, pour revenir au jeu de société, c'est un jeu qui est d'ambiance et pour les familles dès 3 ans. C'est l'un des trucs, c'est qu'il est dès 3 ans, tu peux jouer avec en famille. Il dure 15 minutes parce que je sais que les parents ils ont pas beaucoup de temps. Il est petit parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc voilà, t'as 15 minutes pour avoir 10 points. Le sens de la formule. Ah non mais c'est vrai. Alors tu sais que ce sens-là, il vient pas de moi. En fait, j'ai un groupe 500 fans à peu près où je teste mes idées et eux quand je leur ai dit qu'est-ce que tu veux dans mon jeu, ils me disent il faut qu'il prenne pas beaucoup de place, qu'il soit court et drôle et sympa et pour le plus grand nombre d'enfants. Voilà, et Papa Chouche est avec nous jusqu'à 10h, donc une page Facebook, ça a commencé par là d'ailleurs, hein, l'aventure Papa Chouche. Maintenant aujourd'hui on vous trouve sur les réseaux Papa Chouche. Alors je suis sur Facebook et Instagram parce que les autres trucs c'est de la vidéo, ça prend trop de temps. Donc, j'en ai pas. Donc, oui, vous n'êtes pas un narcissique de l'image, en fait. Non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Hein. Vous, c'est du contenu... Ouais, moi, je préfère mettre en avant mes textes que mes photos. Hein. À choisir, réellement, je préfère être perçu par mes textes et dire et que ça parle vraiment aux gens que mettre une photo de moi. D'ailleurs, toi, c'est un truc qui est très intéressant. C'est que je suis influenceur parental et je suis l'un des seuls influenceurs parentaux à ne montrer jamais ni sa femme ni ses enfants. Parce que j'ai pris cette décision-là, on a pris cette décision-là. Alors non, c'est presque jamais, puisque dans le magazine qui vient de sortir, il y a en exclusivité mondiale une interview de Madame Chouche. Une interview de ma femme qui est très drôle d'ailleurs. Avec une photo d'ailleurs. Donc, avec une photo d'elle où elle est masquée. Voilà, bon, mais sur les réseaux sociaux, c'est impossible, tu ne l'as jamais vu. Ni mes enfants. Parce qu'en fait, tu vois, c'est une décision qu'on a prise avec ma femme. C'est-à-dire que moi, je veux bien accepter de devenir une personnalité publique avec des gens qui vont m'arrêter pour me demander de faire des photos. Par contre, je veux pas que ni ma femme ni mes enfants ne soient dérangés par le fait que je sois une personne publique. D'ailleurs, mes enfants ne savent absolument pas. Je suis auteur de livres pour enfants, tu vois, pour mes 2 fils. Hein. Et quand il y a quelqu'un qui m'arrête dans la rue, ils me disent c'est parce qu'ils ont lu ton livre, tu vois, c'est ça. Ils savent pas tout ça sur les réseaux sociaux et tant mieux pour eux. J'aimerais qu'ils aient la vie
une vie enfantine la plus classique possible. Longtemps, vous n'avez pas été en raccord avec votre image. Ah, j'ai longtemps été raccord avec mon image, mais c'était pas la même. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Vous avez eu un problème de poids, d'obésité. Ouais, bah Vous êtes allé jusqu'à 130 quand même. Ouais, exactement. Ouais, c'était 130 kilos. Moi, il faut savoir que je suis obèse depuis l'âge de 12 à 14 ans, tu vois. Vers 12-13 ans, j'ai commencé à prendre énormément de poids. J'ai cette problématique de cette maladie qui est l'obésité. J'étais monté jusqu'à 130 kilos il y a 2 ans et demi à peu près. Et donc, il y a 3 ans, maintenant, j'avais pris la décision de subir une opération parce que quand tu pèses 130 kilos, pour retenir un poids de 75-80 kilos, soit tu as énormément de volonté et d'énergie, mais j'avais déjà perdu énormément de poids et je sais que ça tenait pas sur la longueur. Donc, j'ai rencontré un chirurgien qui m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer. Donc, je me suis fait opérer. J'ai fait ce qu'on appelle une sleeve, une réduction de l'estomac. Avec un suivi énorme psychologique, diététicien, nutritionniste, sportif et tout ce que tu veux. Et donc ça m'a fait perdre. Donc je suis passé de 130, là je suis à 80 kilos. Donc voilà, et ça fait surtout, ça va faire plus d'1 an et demi, 2 ans bientôt que je suis stable à ce poids-là. Parce que c'est. Mais est-ce que ça fait que peut-être vous auriez plus envie de vous montrer maintenant aujourd'hui que... Non, il y a pas. C'est pas un problème d'image physique. C'est pas du tout un problème d'image physique, même si je trouve quand même, et on a discuté avec ma femme parce qu'elle a été directement impactée par cette décision, que mon physique actuel correspond bien à mon état d'esprit. Tu vois, quand tu es dynamique, que tu as envie de faire plein de choses, et c'est mieux de peser 80 kilos que d'en peser 130. Hein. Mais il y avait aussi ce côté que quand qu'on pèse 130 kilos et qu'on est le papa de 2 jeunes enfants plein d'énergie et dont le métier c'est d'être des enfants, c'est compliqué. Il y a plein de choses que je pouvais pas faire. Il y a des choses, par exemple, je me rappelle l'époque où je faisais plus de 120, 130 kilos. On a été à la montagne avec mes enfants parce que j'avais envie qu'ils découvrent la montagne l'hiver et peut-être débuter le ski. Moi, j'ai pas skié de la semaine. Parce que quand tu fais 130 kilos, tu vas pas descendre une piste bleue et faire sauter ton genou parce que les risques sont trop importants. Donc, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai expliqué à mon fils Jules que je me faisais opérer pour perdre du poids pour ma santé et qu'on allait pouvoir faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Quand tu joues au foot et que tu pèses 130 kilos, au bout de 5 minutes, tu es à la rue en train de tirer la langue et tu dis aux enfants, non, jouez sans moi. Alors que maintenant, je peux taper la partie d'1h30 sans aucun problème. Et on a été, l'un des premiers trucs qu'on a fait et que pour bien que mon fils perçoive la donnée, c'est qu'on a pu aller skier avec Jules, on a skié ensemble avec mon fils qui a eu sa première étoile et je lui ai dit, toi, ça c'est possible parce que j'ai eu cette opération, que ça a été dur et c'est toujours dur parce qu'en fait, moi, toi, quand j'ai dit je suis obèse depuis l'âge de 12 ans, je considère que je le suis toujours. Tu vois, donc c'est vraiment une maladie psychologique avec des leviers très forts en fonction de comment tu te sens, en fonction des coups durs de la vie qui peuvent te faire reprendre du poids assez rapidement. Donc faut être hyper vigilant là-dessus. Il y a une vraie méconnaissance de l'obésité, de pourquoi on l'est. Et c'est pas du tout lié à un manque de volonté. Alors c'est un peu c'est les poncifs un peu classiques en disant si tu manges moins et ça ira mieux. Mais quand on part du postulat, moi c'est la première fois que j'ai vu le chirurgien qui m'a expliqué ça et c'est le premier médecin que j'ai croisé dans ma vie, donc t'imagines, c'était à 39 ans, qui m'a dit Olivier, vous êtes malade, je vais vous aider, ça vous demandez beaucoup d'efforts, mais il faut absolument qu'il y ait un suivi psychologique pour vous aider à ne plus retomber dedans. Tu vois. Mais il vous a dit vous êtes obèse ? Oui, bien sûr, ouais. J'étais en obésité morbide. C'est-à-dire, quand tu es en obésité morbide, c'est-à-dire que ton poids est un danger pour ta vie. Quand il m'a opéré et que je l'ai revu, donc 6 mois, je l'ai vu longtemps, mais 6 mois ou 1 an plus tard, et qu'on a discuté de ça, il m'expliquait que le fait de faire 80 kilos, il m'avait fait gagner entre 5 et 10 ans de vie en plus, mais surtout une qualité de vie nettement meilleure que ce que j'avais avant. La question des valeurs est très importante chez vous. Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants et en vous disant, tiens, j'aurais réussi mon éducation si j'ai réussi à leur transmettre ça? Alors, évidemment, quand t'es parent, il y a plein de valeurs que tu veux transmettre. Après, c'est des valeurs assez communes, tu vois. Mais moi, l'honnêteté, la notion de valeur travail aussi est très importante pour moi. C'est-à-dire que va falloir travailler. S'il veut réussir sa vie, il va falloir qu'il travaille. En fait, moi, j'ai envie de te dire, moi, peu importe ce qu'ils font dans leur vie, tu vois, j'ai pas du tout d'ambition pour mes enfants. Tu sais, il y a des parents, ils veulent absolument que leur fils soit médecin ou astronaute ou je sais pas, tu vois. Moi, j'ai pas du tout ces ambitions-là avec mes enfants. La seule ambition que j'ai, et c'est comme ça ce que je leur explique souvent avec l'école, c'est que plus tu es meilleur à l'école, plus tu pourras faire ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu n'es pas très bon à l'école va choisir pour toi
ton circuit professionnel. Alors que si tu es bon à l'école, tu vas pouvoir choisir tout ce que tu veux. Si tu veux être carreleur, tu pourras être carreleur. Si tu as 18 sur 20 partout dans les matières, tu auras tous les choix, c'est ça? Tu auras tous les choix, c'est ça, c'est d'avoir cette possibilité de tout faire. Et si finalement, tu veux pas faire un métier, mais que tu veux monter, je sais pas, ta société ou tout ça, je serai toujours derrière toi pour t'aider le plus possible en tant que parent, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je perçois maintenant avec mes parents à moi. Tu vois, on va fêter les 70 ans de mon père. Et en fait, c'est un truc que j'ai compris il y a pas très longtemps, c'est que en fait, ils m'ont toujours soutenu dans tous mes choix, quel qu'il soit. Ouais. Quel qu'il soit. Même quand vous leur avez dit, je vais arrêter de travailler, je vais créer une page Facebook pour faire marrer les parents. Exactement. À 39 ans, ils m'ont dit, écoute, t'as raison, parce que c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais même quand j'avais 18 ans et que j'avais intégré une école préparatoire pour intégrer l'école normale supérieure option économie, parce que j'étais plutôt un bon élève, et qu'au bout d'un an, je leur ai dit, j'avais commencé l'animation en même temps, et je leur ai dit, mais en fait, c'est pas du tout ça qui me plaît, je préfère beaucoup plus l'animation. Bon, ils m'ont quand même dit, il faut que tu as quand même cherché la licence. Donc, je suis allé chercher une licence de sciences de l'éducation. Passe ta licence voilà, d'abord. C'est ça, exactement. Donc, je suis allé chercher une licence de sciences de l'éducation, mais après, j'ai été animateur très tôt et j'ai bossé là-dedans. Et en fait, vu qu'ils connaissaient ma passion pour ce métier-là, après, je suis allé chercher des diplômes et j'ai progressé. Je suis devenu directeur et j'étais organisateur de. Mais toi, le fait qu'ils étaient tout le temps soutenus comme ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est aussi une chose que je veux transmettre aussi à mes enfants, c'est qu'ils pourront toujours compter sur moi, quelle que soit leur décision. Il y a une phrase qui revient chez vous, c'est on ne choisit pas ses enfants. C'est quoi la suite de la phrase? Alors ça c'est drôle, c'est un clin d'œil sur le dicton qui dit on ne choisit pas ses parents, tu vois, et je trouve qu'on ne choisit pas ses enfants. C'est-à-dire qu'en fait un enfant, c'est comme dans Forrest Gump, la boîte de chocolat. T'ouvres la boîte de chocolat et tu sais absolument pas sur quoi tu vas tomber. Moi j'ai longtemps, mais vraiment extrêmement longtemps, été persuadé que même quand j'étais animateur et éducateur spécialisé, qu'il y avait une grande part de social dans le caractère des enfants. C'est-à-dire que si les parents étaient calmes et posés, t'auras un enfant calme et posé. Tu vois, c'était genre ça coulait de source. Et la vie m'a rappelé que c'était pas du tout ça. Donc vraiment ça, tu vois, on ne choisit pas ses enfants. Moi, je te dis, c'est vraiment un élève vraiment classique, un petit garçon hyper adorable et tout ça. Et j'ai Maë, qui est arrivé après, qui a 4 ans, qui est un enfant vraiment qui coche beaucoup de cases de l'hypersensibilité. Vraiment, il coche beaucoup de cases de l'hypersensibilité et c'est pas simple à gérer dans la vie de tous les jours. Donc à l'école, il est parfait. À l'école, il y a vraiment, ses enseignants l'adorent, il n'y a aucun souci. Par contre, quand il doit justement lâcher la soupape de tout ce qu'on lui demande à l'école, c'est le soir à la maison avec nous, tu vois. Normal. Normal, exactement. Ouais. Mais faut être capable de l'encaisser, tu vois. Donc, et pourtant, ce qui est très rigolo, c'est que ces 2 enfants, ils ont les mêmes parents, le même cadre de vie, tout est pareil, tu vois. Sauf que il y a quand même une part d'inné à la base qui est quand même, toi, ça m'a fait relativiser énormément ma vision des choses sur la part entre l'inné et l'acquis. Dans Parents, en PLS, le mag qui vient de sortir aux éditions First, il y a un sujet. Alors parce que c'est l'hypersensibilité qui m'y amène, que vous traitez. Mon enfant est-il à haut potentiel ou juste pénible? Les HP, les enfants à haut potentiel ou les HPI, c'est vraiment un sujet à la mode. Est-ce qu'on en diagnostique un peu trop ou est-ce que les parents disent trop facilement que leur enfant est HP? Alors ça, c'est un gros clin d'œil. Le titre, c'est voilà, mon enfant est-il haut potentiel ou juste pénible? Parce qu'on entend quand même énormément de parents dire non mais il est pas facile à gérer, mais parce qu'à mon avis il est au potentiel, faut que je le fasse tester et tout ça. Et moi je trouve que toi tenir des phrases comme ça, c'est vraiment désobligeant pour les vrais au potentiel, tu vois. C'est-à-dire que, et en plus ce qui est très rigolo, c'est que ce titre-là, il a évidemment fait réagir, tu vois, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui l'ont trouvé hyper drôle, il y en a qui l'ont trouvé hyper provocateur. Et en fait, il y a plein de gens de ma communauté qui m'ont écrit en disant, mais moi je te dis, mon fils il est au potentiel, validé, mais qu'est-ce qu'il est pénible aussi en fait. C'est pas incompatible, tu vois. C'est pas incompatible. D'ailleurs, c'est souvent parce qu'ils sont pénibles qu'on sait qu'ils sont au potentiel. Mais bon, que tu peux savoir, ouais. Tu peux déceler des traits. Et hypersensible en plus. Et tu peux parce que c'est souvent des packages, tu vois, tu peux avoir les packages à l'intérieur. Ouais. Donc là-dessus, après moi je pense qu'on a beaucoup amélioré en fait la prise en compte de l'enfant et de une meilleure analyse avec avec la sociologie, l'évolution de la psychologie, on arrive mieux à déceler les choses. Donc c'est pour ça qu'en fait avant, je pense qu'il y en avait autant avant. Sauf qu'avant, on les décelait pas, on se disait, tiens, il est un peu bizarre celui-là, tu vois, mais on savait pas quoi en faire concrètement. Alors que maintenant, tu peux le faire tester, tu peux savoir qui il est exactement. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu peux avoir des aides extérieures, tu vois. Maë qui est pas au potentiel, mais qui est vraiment hypersensible. Je pense pas qu'il soit au potentiel. Ils font le test quand il aura l'âge, tu vois, mais qui est hypersensible. En fait, au lieu d'être tout seul face à ça, tu te dis qu'en fait, il y a des mecs qui ont bossé sur le sujet depuis des années et des années. Il y a des gens qui vont pouvoir te donner des petits tuyaux, des billes
vie, de comprendre comment il fonctionne en tout cas. Bon, dans Parents en PLS, le MAG, alors il y a des grandes enquêtes, une enquête choc, combien coûte un enfant. Donc si vous voulez savoir combien ça coûte un enfant jusqu'à l'âge de ses 18 ans, il faudra lire l'enquête. Quels seront les prénoms les plus donnés en 2040? Ça fait des sous. Hein. Alors, une grossesse sur 4 en France résulterait d'un phénomène que vous avez étudié, c'est le toubisserie. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, c'est très drôle. Papa Chouche, on vous retrouve sur votre page Facebook. Hein. Exactement, sur Facebook, sur Instagram, tu tapes Papa Chouche, normalement il n'y en a qu'un. Ouais. Normalement. Merci d'avoir été avec nous. On réécoute l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous pourrez voir la vidéo sur la chaîne YouTube et puis passer une très belle journée santé sur Beurre FM.